Alors de façon très synthétique, pour résumer mon poste, moi, au phare et balises, je dirais que ce qu'on me demande au quotidien, c'est d'assurer trois choses. Donc la gestion des matériels, ça c'est assez simple. La gestion des crédits, c'est un petit peu plus compliqué. Et enfin la gestion des personnels. Alors parfois là c'est un peu plus difficile, mais c'est aussi ce qu'il y a de plus intéressant et de plus épanouissant. Parce qu'en fait les équipes que j'ai la chance de diriger sont constituées d'hommes et de femmes issus de différents cursus professionnels. Il y a des marins, des OPA, donc ouvriers de parc et atelier, des fonctionnaires. C'est des gens qui ont tous un petit peu un esprit maritime, donc c'est des caractères assez affirmés, mais c'est grâce à ça qu'on arrive à faire des choses assez intéressantes, et vous le verrez tout à l'heure dans le film qu'on va vous passer. Il s'agit aussi d'assurer de bonnes conditions de sécurité aux agents qui interviennent dans des conditions assez difficiles, puisqu'on cumule les handicaps, hein, vous verrez également sur le film. Donc on travaille en mer, c'est quand même un milieu hostile. On travaille en hauteur ou sur corde, sur des bâtiments de très grande hauteur. Qui plus est, c'est des bâtiments qui renferment des produits qui ne sont pas très bons pour l'organisme, puisque dans certains phares, on trouve de l'amiante, on trouve du mercure et on trouve également du plomb. Voilà. Donc tout ça fait qu'effectivement, les agents sont formés et habilités pour intervenir dans de bonnes conditions. Ce qu'on me demande, c'est aussi de créer, de maintenir une cohésion au sein de l'équipe, c'est important. Et puis de donner du sens à l'action. Alors je dirais qu'au phare et balises, on a de la chance, puisque le sens, il existe de facto, c'est guider le navigateur à bon port, donc faire en sorte que le feu s'allume, ça c'est quand même très intéressant. Depuis quelques années, on nous a aussi demandé de faire attention au patrimoine exceptionnel sur lequel on intervient, parce qu'un certain nombre de phares ont été classés, et l'idée c'est de transmettre aux générations futures ces bâtiments dans de bonnes conditions. Donc c'est vrai, de challenge intéressant qui donne du sens à l'action, et l'action, vous verrez également dans le film, quand le peintre se retrouve à 15 mètres de hauteur, au-dessus de la mer, sur une corde, en train de peindre un phare, c'est vrai que physiquement, c'est quand même relativement difficile. Donc moi, ce que je vais faire maintenant, je vais vous présenter le contexte institutionnel dans lequel on intervient au niveau des phares et balises. Alors moi, j'ai intitulé ça, sur la plaquette, c'était indiqué des phares et des hommes. Personnellement, j'ai inversé, j'ai mis des hommes au service des phares, parce que je pense que la valeur ajoutée d'un service comme le mien, c'est les hommes et les femmes qui y travaillent. Parce qu'encore une fois, c'est grâce aux hommes et aux femmes qu'on arrive à faire des choses très intéressantes. Hein. Les phares ont été construits par des hommes, ont été gardiennés par des hommes et sont actuellement entretenus par des hommes et des femmes au sein des services des phares et balises. Donc je vais vous présenter la division des infrastructures et de sécurité maritime, qui est en fait le service qui gère localement, à partir de Brest, les différentes subdivisions des phares et balises. Voilà. Alors, le contexte, donc, on est un service public, on dépend du ministère de la Transition écologique et solidaire, donc le ministre est François de Rugy. Je sais, je me doutais bien, parce que j'ai lu le journal comme vous. Mais bon, moi, je suis un fonctionnaire, voilà, je n'ai pas apporté de jugement. Et la secrétaire d'État, qui s'occupe plus précisément des transports, c'est Madame Elisabeth Borne, qui n'était pas dans le journal ce matin. On dépend de la DGITM, donc Direction des infrastructures, des transports et de la mer. C'est un service qui se situe donc à Paris. Le deuxième service dont on dépend directement, c'est la Direction des affaires maritimes. Donc ça, c'est des services centraux. Et au niveau de la façade des côtes françaises, il y a 4 DIRM, 4 directions interrégionales de la mer, qui sont situées donc sur la côte. La nôtre, c'est la Nord-Atlantique Manche-Ouest, dont le patron Guillaume Cellier est basé à Nantes. Donc les implantations, je vous disais, la DIRM se trouve à Nantes, la division se trouve à Brest, donc c'est Nicolas Auger, un jeune ingénieur divisionnaire qui est à la tête des phares et balises, donc des phares et balises de Bretagne et des Pays de Loire. Il y a 4 subdivisions. On va commencer par le sud, la subdivision des phares et balises de Saint-Nazaire, avec son antenne des Sables d'Olonne, la subdivision de Lorient avec son antenne de Concarneau, la subdivision de Brest avec son antenne à Morlaix, et enfin la subdivision des phares et balises de Lézardrieux avec l'antenne de Saint-Malo. Donc ma zone de compétence, c'est effectivement à peu près 450 km de côte, répartis en Côte d'Armor et en Ille-et-Vilaine. L'organisation du service, la subdivision, on y reviendra après, l'organisation du service, c'est à peu près 150 personnes, c'est plus naturel. Donc 4 subdivisions des phares et balises que je viens de vous présenter. On a une unité d'appui qui assure la comptabilité, budget marché. On a une inspectrice qualité.
une personne qui s'occupe de la conduite d'opération sur les bâtiments, une personne sur la communication patrimoine, c'est relativement important, et enfin un bureau de dessin, d'informatique et de SIG, donc tout ce qui est cartographie. Alors les moyens nautiques de la DIRN Namo, c'est 15 navires, dont 2 baliseurs océaniques. Alors les baliseurs océaniques, ce sont des gros navires qui font à peu près 55 mètres. Il y en a un qui est basé à Brest, c'est celui-là, l'Armorique, qui intervient sur notre zone de compétence. Et le deuxième est basé à Saint-Nazaire. Ces navires et les marins dépendent de l'armement des phares et balises, qui est un service basé à Quimper. Alors localement, le bateau que vous pouvez voir le plus fréquemment, c'est le Beg en Arbor, c'est celui qui est sur la photo là. C'est un bateau en aluminium qui a une dizaine d'années. D'ailleurs, il est actuellement sur votre zone enfin, il est sur la zone actuellement, puisqu'on est en train de refaire des tourelles à Perros-Guirec, donc vous allez pouvoir le voir dans les semaines qui viennent. Alors de quoi parle-t-on quand on parle de signalisation maritime? Eh ben, on parle de phare, donc là c'est le phare des Triagos. On parle de bouées, il y a des petites bouées, des bouées nouvelle génération, il y a des bouées en acier. Il y a des tourelles, beaucoup de tourelles en Bretagne. Alors c'est des tourelles sur les Arcs de l'US Saint-Malo, les tourelles atteignent quasiment 17-18 mètres, puisqu'on a un marnage de 13 mètres à Saint-Malo. Nos collègues de Lorient ont la chance d'avoir des tourelles qui font à moitié moins en hauteur, à 6-7 mètres, puisque le marnage est beaucoup plus faible. Des espars, donc c'est les poteaux que vous voyez, bâbord, tribord surtout, barque latérale, donc des poteaux en bois, en acier, où depuis quelques années on a développé des matériaux, c'est de la fibre de verre qui remplace avantageusement les poteaux en bois. Les systèmes DGPS, il y en a 2, ils sont situés dans le Morbihan, donc nous on n'est pas concernés. On a des amers et beaucoup de feux le long du littoral. Là c'est le feu de Bec-les-Guerres qui est situé à Lannion. Il y a un certain nombre de feux de ce type-là. Je pense notamment à Nantoire qui a été vendu il y a déjà 25-30 ans, qui a été racheté par un particulier, puisque déjà à cette époque-là on a commencé à déclasser certains ESM, et on y viendra tout à l'heure. Donc la division des phares et balises en Bretagne Pays de Loire, ça représente 2700 aides à la navigation. Alors c'est énorme parce que ça représente 40% du parc des aides métropolitaines. C'est assez logique puisqu'effectivement on a beaucoup d'écueils. Il y a un marnage important en Bretagne, d'où le nombre d'ESM, donc établissements de signalisation maritime. Ça se répartit, il y a 54 phares, 400 feux, 2 antennes GPS, des GPS, pardon, donc je les disais qui sont, je crois, à Belle-Île-en-Mer, 300 tourelles, 850 bouées, 1000 espars et 100 amers. Je dirais que ce qui nous donne le plus de travail, ce sont les espars et les tourelles, puisqu'effectivement, les tourelles notamment, c'est du génie civil, c'est de la maçonnerie, donc c'est la nécessité d'engager des moyens assez importants. Et également les espars, puisqu'effectivement, lorsqu'il y a des tempêtes, il n'est pas rare qu'il y en ait une dizaine qui partent en même temps. Plusieurs missions de signalisation maritime. Donc, lorsqu'on crée, modifie ou supprime des aides, par le biais des commissions nautiques locales, donc on discute avec les usagers, de manière à voir si effectivement on peut faire évoluer les aides, puisque techniquement on a des possibilités maintenant qui s'offrent à nous. Donc c'est dans le cadre de discussions avec les usagers et les élus. Une mission d'information nautique, alors ça c'est prioritaire, c'est-à-dire que lorsqu'il y a un feu en panne, une bouée qui est déradée ou un espar qui est cassé, on nous demande très rapidement d'envoyer un avis au navigateur, de manière à ce qu'effectivement les usagers puissent être informés. C'est pour ce faire qu'on a effectivement un agent d'astreinte 24 heures sur 24, toute l'année. Le maintien en condition opérationnelle, je vais passer rapidement parce que vous allez le voir dans le film tout à l'heure, c'est bien documenté. En l'occurrence, là c'est un agent de Saint-Malo qui intervient sur le flotteur d'une bouée nouvelle génération. Toujours un agent de Saint-Malo qui intervient sur un coffret de feu dans un feu situé dans leur secteur. Alors en l'occurrence, c'est le navire La Traversenne qui est basé à Saint-Malo qui sont en train de remettre en place un espar en bois. Plus ou moins le même type d'opération puisque c'est l'arrière du pont du Beg en Arbor. C'est plus ou moins ce qu'on est en train de faire là sur Perros-Guirec. On intervient sur des tourelles, donc on refait la maçonnerie. On refait des supports au niveau de la partie sommitale et après on les remet en peinture.
Enfin, là c'est le ravalement, c'est le nettoyage au géo de pression du feu de la Croix, qu'on verra tout à l'heure. Ça image assez bien ce que je vous disais tout à l'heure. C'est des conditions d'intervention qui ne sont pas toujours faciles, puisque là, l'agent, il a passé 3, 4, 5, 6 heures à passer le Karcher, accroché à un fer au-dessus de la mer. Il ne fait pas toujours beau. Donc c'est quand même des métiers où physiquement, il faut avoir quand même une bonne forme physique. Toujours au niveau du maintien en condition opérationnelle, on a eu des effectifs qui ont effectivement un peu diminué, voire fondu ces dernières années, donc on a dû s'adapter. Et pour s'adapter, on a beaucoup mécanisé nos interventions. On a recours effectivement à la location, où on a acheté des matériels qui correspondent bien à nos besoins. En l'occurrence, là, c'est ce que j'appelle moi le mulet, c'est un quad agricole qui nous permet assez facilement d'aller sur l'estran, très rapidement, très près des feux. Quand la marée remonte, on repart très rapidement, puisqu'effectivement ça passe quasiment partout. Pour l'anecdote, il a été acheté à la suite d'un incident, puisqu'on avait un jeune agent qui avait planté un fourgon, d'ailleurs à Daouet, parce que ça c'est un feu à Daouet, donc le fourgon était resté dans le sable, et puis la marée était passée par là, donc ça nous a obligés à nous poser des bonnes questions. Le maintien en condition opérationnelle, c'est aussi des opérations plus simples, de bâtiments. Là, en l'occurrence, on doit être sur le feu de Kerprijan. On est en train d'intervenir sur la toiture. Des opérations un petit peu plus exceptionnelles. On avait eu recours à un héliportage de béton pour remettre en état la balise numéro 1 d'accès au port de Ploumanac. Donc, vous verrez ça également dans le film. C'est bien précisé. Finalement, le fait de faire intervenir un hélicoptère du privé, ça ne coûte pas plus cher parce que c'est beaucoup plus rapide, beaucoup plus sécurisant. Ce qu'on arrive à faire régulièrement également, c'est des réfections de cale. Là, c'est la cale qui est située sur le feu d'Arbour, au large de Saint-Dieu. Il n'y a pas eu de tempête ces 4-5 dernières années, de grosses tempêtes. On n'a pas eu de gros dégâts. Pour autant, la mer continue à dégrader les ouvrages, puisque de l'hiver, là, cette année, on a constaté sur le phare des Roches-Douves qu'une grosse partie de la cale avait été dégradée par les tempêtes hivernales, qu'on n'a pas ressenti sur la côte finalement. Et on sait qu'on va avoir un très gros travail de remise en état de cette cale cette année et surtout l'année prochaine. La modernisation, ça c'est la partie de Yannick, il interviendra, il connaît ça beaucoup mieux que moi, toute la partie électrique. Enfin, l'usage alternatif des phares, ça c'est relativement intéressant et ça s'est mis en place ces dernières années. Le ministère nous a demandé d'essayer de donner une deuxième vie aux phares, de manière à ce que les phares où il n'y a plus de gardiens et qui sont éventuellement accessibles au public puissent être rouverts au public. En l'occurrence, dans les Côtes d'Armor, on a plusieurs exemples. Alors, je prends là, c'est le cas le plus près, c'est le phare des Sept-Îles. Les gardiens sont descendus en avril 2007. Depuis, la base vie n'est plus utilisée, sauf ponctuellement quand nous allons faire des travaux sur le phare, ou éventuellement, là, en ce moment, il y a le conservatoire qui fait des travaux, et on a mis le phare à disposition des ouvriers qui interviennent là-bas, pour qu'ils puissent effectivement intervenir dans de meilleures conditions. À terme, je pense que le phare sera pris en charge par le Conservatoire du littoral, qui aura pour mission de trouver un porteur de projet. Alors, ça peut être le conservatoire qui y met des permanents, ça peut être la Ligue de protection des oiseaux, ça peut être toute autre chose. La commune peut être aussi intéressée et partenaire. Donc voilà, ça permettra d'ouvrir ce bâtiment qui n'est malheureusement plus ouvert au public. Tout à l'heure, il y a quelqu'un qui m'a demandé si on pouvait l'ouvrir pour les journées du patrimoine. C'est difficilement faisable pour des raisons de sécurité et de responsabilité pour l'instant. Il faut toujours un porteur de projet. Un autre usage alternatif dans le secteur, c'est le phare de la Croix, qui est situé à l'entrée dans l'estuaire du Trieux. On a passé une convention avec le centre nautique de l'Ogibie de la Mer et il est accessible au public kayakiste. Donc les gens peuvent accéder au phare par le biais du kayak, au rez-de-chaussée, au premier étage. Le phare de Fréal, c'est un très gros établissement qui est également visitable par le public par contre, puisqu'effectivement on a passé une convention avec la mairie de Plévenon qui se charge des visites depuis déjà une dizaine d'années. Il y a un gros projet d'aménagement du site à Fréal. Le conservatoire qui a tous les terrains autour du site sera certainement en charge à un moment donné d'assurer le transfert et l'utilisation de ce phare qui sera encore ouvert au public plus largement, puisqu'actuellement donc, il y a une partie
C'est dans le son, je ne sais pas si on voit. Ça marche jamais. Voilà. Voilà, cette partie-là, c'est la partie qui est occupée par le gardien actuellement, M. Henri Richard, qui est certainement un des derniers gardiens de phare en activité en France, qui va partir au 1er septembre cette année en retraite. Donc il va libérer cet espace qui sera certainement réutilisé éventuellement pour faire une cafétéria ou quelque chose comme ça. Enfin, un usage alternatif qui sera un peu plus de l'ordinaire. Donc pas très loin d'ici, il y a le phare de l'île d'Ouai, situé en baie de Morlaix, que vous pouvez éventuellement louer pour y passer un week-end. Enfin, la dernière mission du centre, de la DUSM, de la division, c'est de stocker les matériels Polmar. Donc il y a 2 centres de stockage Polmar, un à Brest, le plus important, et l'autre à Saint-Nazaire. La subdivision des phares et balises de Lézardrieux intervient ponctuellement pour faire des exercices. On en a fait un il y a quelques années à Pérouse, le dernier en date dans le secteur, c'est à Lannion. Là, on met à disposition les moyens nautiques pour faire l'interface entre la terre et la mer et déployer les barrages. Donc là, on voit un barrage d'ailleurs, et je pense que le navire baigne en arme. Voilà, moi je vous ai présenté donc le contexte institutionnel. On va vous passer un film, c'est Yannick qui va vous le présenter, qui va un petit peu reprendre tout ce que je vous ai dit, notamment sur les interventions qu'on fait au quotidien. Je suis en poste depuis 2001, le temps passe. Hein. Et mon boulot, enfin avec mon travail avec mes collègues, c'est de faire en sorte que tout ce qui doit s'allumer le soir s'allume, du plus grand des phares, du plus emblématique, jusqu'à la plus humble des bouées au fond de la rivière. Et ça représente environ 200 points lumineux sur les Côtes d'Armor et l'Ille-et-Vilaine. Donc on m'a demandé de vous présenter les évolutions technologiques dans les phares. Donc des évolutions, moi j'en ai connu depuis 18 ans que je suis là, mais il y en a eu aussi avant moi. Donc la question que je me suis longuement posée devant la page blanche, c'est par où commencer. Et j'ai fait le choix de remonter très loin en arrière, vous allez voir, et parce qu'il y a quelque chose d'assez fascinant de voir comment la petite histoire s'inscrit dans la grande. Parce que c'est des choses qui intéressent le public. Quand on fait des portes ouvertes aux Journées du patrimoine, on a souvent des questions où la réponse se situe assez loin dans le temps. Et puis aussi pour vous faire partager le fait que nous avons conscience d'avoir la chance de travailler sur un support qui a plus de 400 ans d'histoire. Alors avant d'entrer dans le sujet proprement dit, je vais vous passer un film qu'on a réalisé, ça a été là, il y a un an, l'année dernière. On en avait un qui existait depuis 2011, qui avait franchement vieilli. Et on a eu un jeune en stage au printemps dernier qui maîtrisait le pilotage de drone, qui était intéressé par le montage vidéo. Et donc on a fait ça tous les deux il y a un an. Je dirais qu'on arrive à faire le même travail, voire même plus de travail dans de meilleures conditions parce qu'on s'est modernisé. Ce qui a beaucoup évolué, c'est la technologie, puisqu'effectivement j'ai vu arriver des lampes à LED. On a installé dans les phares et dans les feux. La consommation électrique est nettement moins importante. On a profité de l'arrivée de ces lampes pour moderniser la totalité des installations électriques. Ce qui a aussi évolué, c'est la mécanisation. On a acheté du matériel qui nous permet d'aller sur l'estran en toute sécurité. On arrive aussi à utiliser l'hélicoptère, ce qui permet d'héliporter du matériel ou du béton sur les ouvrages. C'est très intéressant parce qu'on peut faire plus rapidement des opérations un peu complexes et dans le cadre d'une sécurité accrue pour les agents.
Je ne vais pas remonter jusqu'à l'Antiquité, hein, où des phares existaient du fait des civilisations égyptiennes, romaines et grecques. Et on va néanmoins remonter au Moyen-Âge, où il y a quelques tours à feu qui sont recensées. Donc des tours à feu, alors celles qui sont recensées sur cette carte, c'est celles qui ont un intérêt national, parce que l'usage de feu le long des côtes a été utilisé déjà depuis bien longtemps pour que les bateaux puissent retrouver la côte, surtout dans des petits villages de pêcheurs, comme à cette époque-là, on peut imaginer que c'est le Yodet qui était très en vue. En hiver, en novembre, décembre, quand la nuit tombe à 17h, on peut imaginer que les femmes de pêcheurs allaient ou allumer des feux sur le bord de la côte pour que les bateaux retrouvent le port. Donc parmi ces tours, voilà, qui ont un intérêt un peu plus important que des usages locaux, on recense la tour Constance à Aigues-Mortes dans le Gard, c'est des choses qui existent toujours, hein, qui datent de 1246. Celle du Planier, c'est un îlot en face de Marseille. Et plus près de chez nous, donc, on remarque la présence d'une tour qui était sur l'abbaye Saint-Mathieu au Conquet. Et en 1360 a été édifiée la tour du Prince Noir, c'est sur l'îlot de Cordouan qui préfigurera le futur phare de Cordouan, à l'entrée de l'estuaire de la Gironde. Cette tour a été édifiée à la demande du prince Édouard de Woodstock, qui était prince de Galles et d'Aquitaine, puisque l'Aquitaine était anglaise à cette époque-là, la duchesse Aliénor, ceux qui connaissent. L'Aquitaine étant anglaise, il y a du trafic de marchandises entre l'Angleterre et l'Aquitaine, et particulièrement de vin de Bordeaux, qui était déjà très apprécié. Et comme il y a un îlot rocheux, là, qui est le théâtre de nombreux naufrages à l'embouchure de la Gironde, le gouverneur d'Aquitaine, le Prince Noir, surnommé le Prince Noir, donc, demande l'édification de cette tour qui est allumée par feu de bois le soir, et qui sécurise donc la navigation des bateaux vers le port de Bordeaux. Sinon, à côté, deux tours qui existent toujours, hein, celle de la Lanterne à La Rochelle et celle d'Arundel au Sable d'Olonne, qui elle n'est pas précisément datée, mais on peut imaginer qu'elle date à peu près de la même époque que celle de La Rochelle. Alors on fait un grand pas de 2 siècles en avant. Plus de 200 ans après, la tour du Prince Noir, elle est en semi-ruine. L'Aquitaine est redevenue française après la guerre de 100 ans. Et c'est Henri III qui décide la reconstruction d'un édifice en 1582. Il passe un contrat pour une tour ronde assez simple de 3 étages à un ingénieur qui s'appelait Louis Defoy. Donc il signe ce contrat en 1584. Et les travaux avancent plutôt lentement, il y a pas mal de problèmes. Si lentement que Henri III ne verra pas l'aboutissement de son projet. Il est assassiné en 1589 et le chantier est stoppé. Il faudra attendre 1593 pour que Henri IV relance le sujet et approuve un nouveau projet beaucoup plus somptueux, beaucoup plus riche, avec l'ajout d'une chapelle et d'ornements. Ce sera le phare des rois. Et l'histoire montrera qu'aucun roi n'aura jamais mis les pieds dedans finalement. Mais bon. Et donc les travaux sont longs, ils durent jusqu'en 1611, donc c'est 27 ans de chantier, ce qui fait aujourd'hui donc de Cordouan dans sa première version, là, le plus ancien phare en mer en activité. En 1663, le phare est en très mauvais état, voire en péril, et on est sous Louis XIV, et Colbert, son ministre des Finances, ordonne d'importants travaux de restauration. Et un an plus après cette restauration, la cheminée à bois est détruite par la foudre. Alors le bois étant pénible à ravitailler, il faut plusieurs centaines de kilos par nuit pour entretenir le feu. D'ailleurs les phares ne sont pas allumés toutes les nuits à cette époque-là. Le bois est remplacé par du blanc de baleine dans une lanterne à foyer ouvert. Alors du blanc de baleine, c'est un combustible qui provient de la baleine. Et il y avait des baleines dans le golfe de Gascogne à cette époque-là. D'ailleurs on va voir qu'après le phare de l'île de Ré s'appelle le phare des baleines. Et les Basques s'étaient fait une spécialité de la chasse à la baleine depuis déjà longtemps. Donc ça c'est une reconstitution du ministère faite par le ministère de la Culture, hein. Donc le phare de Cordouan tel qu'il devait être en 1611. On voit au second blanc le reste de la tour du Prince Noir avec un village d'ermites qui vivaient là et qui étaient chargés d'alimenter le feu. Donc ces ermites, c'était certaines personnes plus ou moins en retraite religieuse, quelques bandits de grand chemin aussi qui venaient là se faire oublier quelque temps. Et il faut attendre la fin du XVIIe siècle, soit 70 ans après la construction de Cordouan, pour voir s'allumer de nouveaux feux sur les côtes de France.
Le roi Louis XIV entend doter la France d'une marine puissante et espère maîtriser le littoral français. Et c'est Colbert qui va codifier cette volonté politique en 1681 par la rédaction de la Grande Ordonnance de la Marine. Et sous la direction de Vauban, les ingénieurs des fortifications incluent dans leur programme de défense des côtes quelques tours à feu de bois, à foyer ouvert. C'est d'architecture militaire très simple, très basique, pour sécuriser la navigation aux abords d'endroits stratégiques. Donc vous avez une petite liste là. Parmi les premières tours, on trouve celle des Baleines sur l'île de Ré, celle de Chassiron à l'île d'Oléron. Pour la sécurisation de la navigation aux abords de l'arsenal de Rochefort. La place forte en France à cette époque-là, c'est Rochefort. Et puis, petit effet d'aubaine, ça tombe bien aussi parce que ça permet d'avoir des feux d'atterrissage quand on arrive de l'Atlantique Sud pour rejoindre les ports en vue de l'époque qui sont Nantes, La Rochelle et Bordeaux. Un petit peu plus tard, en 1692, la tour Saint-Mathieu, donc c'est toujours l'abbaye, inaugure à titre expérimental l'usage du charbon, dont le rendement est meilleur que le bois. Voilà, donc c'est un essai qui est concluant, qui se généralisera doucement au fur et à mesure de la disponibilité du charbon. C'est une matière première un peu nouvelle à cette époque-là, mais qui donne satisfaction. Et puis vers 1700, les tours du Stif et du Cap Fréhel sont allumées. Ce sont des tours qui existent toujours. Vous avez là le plan type d'une lanterne Vauban, une lanterne en fer, foyer ouvert, avec une reconstitution à droite là faite par un musée norvégien. Donc les dimensions du foyer, c'est à peu près 1 mètre de diamètre sur 1,50 m de haut. Et en regardant les photos, on s'imagine qu'effectivement ça devait éclairer pas si mal que ça, mais que le feu devait être fréquemment réalimenté. C'était l'inconvénient. Ça c'est le plan d'époque de la tour Chassiron avec 2 lanternes décalées, puisqu'il y avait une lanterne à cordon et une lanterne aux Baleines à l'île de Ré. Ils se sont dit pour ne pas les confondre, on va mettre 2 lanternes en décalage à la tour Chassiron pour ne pas les confondre. Et c'est ce qui va préfigurer un peu plus tard le rythme des feux. Et voilà donc le phare du Cap Fréhel ici tel qu'au centre de l'image tel que vous connaissez. Et puis derrière la tour Vauban qui existe toujours, mais sans sa lanterne de fer. Alors, le bois et le charbon sont des matériaux coûteux et puis assez incommodes. C'est lourd à transporter jusqu'au phare, ça consomme beaucoup, ça dégage de la fumée, ça dégage de la chaleur, ce qui fait que les phares ne sont toujours pas allumés toutes les nuits. Et la compagnie Tourtille-Sangrain, qui vient d'obtenir la concession des phares, expérimente la première lampe à huile. Alors c'était une huile, c'était un savant mélange d'huile d'olive, d'huile de navet et d'huile de baleine, pour avoir la meilleure incandescence avec le moins de fumée possible. Et cette première lampe à huile est inaugurée à Sète en 1770, une lampe à mèche plate qui va être dotée d'un réflecteur en cuivre argenté, parce qu'il y a déjà donc l'idée d'essayer de canaliser le flux lumineux. On se dit c'est la mer qu'on a besoin d'éclairer et pas la terre. Alors c'est beaucoup plus sobre en consommation, avec un combustible qui est plus facile à acheminer dans les phares, donc le procédé se répand. Problème, c'est que les marins se plaignent de moins bien voir les phares avec ce système, ce qui oblige la compagnie à multiplier les lampes dans les établissements. Et puisque je parlais du phare de Cordouan, qui a été un laboratoire des phares et balises pendant pas mal d'années, Cordouan comptera jusqu'à 80 mèches en 1782. Alors les phares ont une double fonction. Il doit signaler qu'on s'approche de la côte, mais aussi renseigner le navigateur sur sa position. Et cette deuxième mission était particulièrement importante à une époque où les instruments de relevé nautique étaient peu performants. Des erreurs de 200 km étaient largement envisageables. Donc l'idée était d'identifier le phare par un nombre d'éclats lumineux qu'il produit dans un temps donné. Alors une première amélioration voit le jour en Suède en 1780, puis au Danemark avec une lampe montée sur un plateau qui est entraîné par un système d'horlogerie. Et la rotation du faisceau permet d'obtenir des périodes d'obscurité et de lumière qui aboutissent à la création d'un rythme lumineux identifiable et unique à chaque établissement.
L'innovation est reprise en France en 1787 de manière expérimentale à Dieppe et de manière concluante. Donc le principe des feux tournants est maintenant pleinement acquis et évidemment la première machine digne de ce nom sera montée à Cordouan en 1789. Donc c'est 12 lampes qui seront montées sur un axe tournant, sur un phare qui sera rehaussé pour l'occasion, qui sera rehaussé de 20 mètres et qui passera à 67 mètres de haut. On voit là le plan de la machine de Cordouan. On voit 4 étages avec 3 lampes à chaque étage qui sont donc sur un axe tournant et cet axe tourne avec une pignonnerie qui est entraînée par un poids qui descend par gravité le long de la tour. Et à droite, c'est la relique de cette machine-là qui se trouve au musée des phares et balises de Ouessant. Alors malgré ces développements, les côtes de France restent peu éclairées. La France ne compte qu'une quinzaine de phares en 1800, alors que les Anglais sont très en avance là-dessus. Et Napoléon, qui n'aime pas trop les Anglais et qui aurait bien aimé être aussi bon qu'eux, d'abord nationalise les phares et balises, puisque les phares et balises, le service des phares était concédé à des privés. La Révolution a aboli ce monopole privé et c'est revenu donc dans le giron de l'État. Et donc Napoléon crée les phares, le service des phares en 1792 et en 1811 la commission des phares qui sera dirigée par François Arago et Augustin Fresnel. Augustin Fresnel, c'est un jeune polytechnicien affecté au corps des ponts et chaussées qui effectue de nombreuses recherches dans le domaine de l'optique. Il reçoit d'ailleurs en 1819 le prix de l'Académie des sciences pour un mémoire sur la diffraction de la lumière. Donc il y aura beaucoup de choses qui seront faites sous Napoléon en termes administratifs pour les phares, mais pas vraiment opérationnels, parce que l'Europe est en guerre permanente sous Napoléon, et sécuriser nos côtes, c'est bien pour nos bateaux, mais c'est aussi avantager l'ennemi. Et puis après la bataille de Trafalgar, la flotte française est en fâcheuse posture. Donc il n'y aura pas beaucoup d'évolution de ce point de vue-là. Donc les travaux de Fresnel aboutissent à la création d'un appareil à base de lentilles et de prismes capable de concentrer les faisceaux lumineux dans une direction unique et d'améliorer considérablement la portée des phares. Donc couplé à une nouvelle mèche de lampes toujours à huile, des lampes à mèche concentriques qui sont apparues, les progrès sont assez spectaculaires et le premier appareil lentille de Fresnel a été installé à Cordouan évidemment en 1823. Voilà donc l'optique de 1823 de Cordouan qui est visible aussi au musée de Ouessant. Alors cette avancée technique qui permet d'augmenter significativement la portée des phares tout en limitant la consommation d'huile va donner lieu à un ambitieux programme d'allumage des côtes de France toutes les nuits. Et c'est l'objet du rapport de 1825 de la commission des phares et balises. L'original de ce rapport est consultable sur le site internet de l'École nationale des ponts et chaussées, qui s'appelle la Bibliothèque des phares. Et c'est franchement intéressant. Si le sujet vous intéresse, je vous invite vraiment à aller le voir. Et la France, donc à partir de 1825, se lance dans un projet d'envergure. C'est la mise en place d'un réseau qui permettra aux marins de longer les côtes sans jamais perdre de vue un phare. C'est le principe des phares de jalonnement. On navigue et dès qu'on quitte un phare, on voit le suivant. Mais cet objectif alors impose un programme de construction ou de rénovation sur une cinquantaine de sites et un renforcement de la portée des feux. Ce sera une vingtaine de milles pour les plus puissants, dont voici la carte. Alors il y a là quelques monuments qui ont été construits dans cette période-là. Il y a le Planier en face de Marseille, Goulphare sur Belle-Île, le phare d'Ecmul à Pamar. Voilà, on voit le premier phare des Sept-Îles aussi, figure sur cette carte. Celui de Bréa, je vais y revenir juste après. Voilà. Alors on remarque que la Corse est oubliée dans ce programme-là. Alors, pour la petite histoire, Augustin Fresnel était royaliste, voilà, et il s'est opposé très ouvertement et de manière assez virulente au retour de Napoléon de l'île d'Elbe, et donc il a été disgracié pendant la période des 100 jours de 1815, et il a pris le maquis, enfin le bocage plutôt, il s'est réfugié en Normandie où il a poursuivi ses travaux, donc on peut se dire que peut-être la lentille de Fresnel n'aurait pas existé, ou du moins pas porté son nom, s'il n'avait pas poursuivi ses travaux
en étant disgracié. C'est Louis XVIII, après la seconde abdication de Napoléon, qui réintègre Augustin Fresnel à son poste. Alors, coïncidence ou vengeance ex post contre Napoléon, en tout cas, la Corse est totalement oubliée de ce programme. Alors Augustin Fresnel lance ce programme, il ne verra pas le fruit de son projet puisqu'il décède prématurément, il a 39 ans quand il décède en 1827 de la tuberculose. Et c'est son frère Léonard, qui est également ingénieur des ponts, qui lui succède à la commission des phares. Et donc à son arrivée, Léonard Fresnel a un chantier difficile à conduire, celui des Hauts de Bréhat, et il confie ça à un jeune architecte qui a 32 ans, qui s'appelle Léonce Reynaud. Et il s'agit donc de construire un phare de premier ordre sur un plateau rocheux sujet à de forts courants au nord de Tréguier, que ce sera le phare des Hauts. Et Léonce Reynaud donc construit un plan basé sur 2 volumes. La partie basse là qui fait 17 mètres en arc d'ellipse, qui est totalement inspirée des phares anglais type Eddystone, et puis par-dessus une construction cylindrique plus légère qui va pouvoir placer la lanterne à 47 mètres au-dessus de la mer. Donc voilà, le phare des Hauts, là c'est une gravure de l'époque. Alors c'est un chantier éprouvant. C'est un chantier qui est confié à des entreprises privées. La première abandonne le chantier parce que c'est trop dur. La seconde fait faillite. Et au final, le travail est repris en régie par le service des phares et balises. Alors il y a des blocs de granit de l'île Grande qui sont acheminés jusqu'à la subdivision phares et balises qui se trouve à Bréhat à l'époque. Les pierres sont taillées à Bréhat et acheminées après par barque jusqu'au chantier. Les ouvriers chargés de construire le phare résident sur place dans des cabanes en bois, au plus près du chantier pour gagner du temps. Et il y aura au plus fort du chantier, il y aura jusqu'à 60 personnes à travailler autour du phare. Donc le phare est achevé et allumé en 1840 après 4 ans de travaux. Et c'était aussi une particularité de Léonce Reynaud, c'est qu'il était particulièrement attaché aux bonnes conditions de travail de ses ouvriers, et il n'y a aucun blessé à déplorer sur ce chantier qui était quand même conséquent pour l'époque. Et du coup, ça fait du phare des Hauts le second plus ancien phare en mer en activité, voilà, après Cordouan. Il n'a été que partiellement détruit pendant la Seconde Guerre mondiale, il a juste perdu sa tête, et il a été reconstruit après-guerre, juste le haut. Quand on est devant le phare, on voit très très bien là, où est-ce que ça a été coupé et repris, il subsiste une différence de couleur sur les pierres. Léonce Reynaud succède à la direction des phares et balises en 1836, il succède à Léonard Fresnel. Et pendant une quarantaine d'années, il va conduire la politique d'éclairage des côtes de France dans une période de très intense construction. Et Reynaud va réformer l'architecture des phares en accordant, c'est un peu ce que je disais tout de suite, en accordant une attention particulière au logement des gardiens, aussi bien dans les grands phares que dans les petites maisons-feu plus modestes. Alors il pilotera, notamment dans les faits marquants, il pilotera un programme d'éclairage de la Corse, tiens donc, avec la construction de 5 phares. Alors c'est des petites maisons phares assez modestes en Corse, les 5 sont basés sur le même plan, les Sanguinaires, la Cape et les autres. Et puis alors l'imposant chantier du phare des Baleines, 60 mètres de haut, c'est pas mal, avec son pendant en mer, les baleineaux, là que vous voyez en photo. Et avec donc cette forme typique là, de l'artiste. Voilà. Et puis alors deux projets un peu jumeaux, les phares Amédée et des Roches d'Ouvre. Ce sont des phares qui ont été prévus en kit. Alors c'était un SS, c'est-à-dire des phares métalliques, structure métallique, donc ça permettait, c'est comme du mécano, de préparer des pièces mécaniques à terre, en atelier, et puis d'assembler ça en mer. Ça permettait sur le papier de gagner beaucoup de temps par rapport à de la maçonnerie en pierre pour construire ces phares-là. Donc il y en a eu un premier en 1865 en Nouvelle-Calédonie, côté de Nouméa, le phare Amédée, que vous voyez à droite. Voilà, donc les 2 phares identiques, il y a les Roches d'Ouvre et Amédée, ce sont les mêmes phares, pas le même décor. Et le phare des Roches d'Ouvre, donc, qui sont jumeaux, là, sera, avant d'être monté sur le plateau rocheux que vous connaissez, il sera exposé à Paris pour l'exposition universelle de 1867, c'est 20 ans avant la Tour Eiffel, et mis en caisse et acheminé à Bréhat, puis reconstruit sur le plateau rocheux des Roches d'Ouvre. Donc ça a quand même pris 1 an et demi de chantier.
Donc c'est de l'acier qui ne rouille pas, de l'acier pudelé. Et l'expérience n'a pas été poursuivie parce que donc, ces phares avaient l'avantage d'une mise en œuvre rapide, mais l'inconvénient c'est que la structure métallique fait que c'était une fournaise en été, une glacière en hiver, et qu'il y avait énormément de flexibilité dans la structure. Donc du coup à la lanterne là-haut ça bougeait beaucoup et c'était vraiment inconfortable. Donc l'expérience n'a pas été poursuivie sur ces phares préfabriqués. Donc le phare des Roches d'Ouvre, celui-là a été totalement détruit à la Seconde Guerre mondiale. Et l'autre existe toujours, pour ceux qui vont en Nouvelle-Calédonie. On arrive à la période des électrifications. La première électrification de phare a eu lieu à la Ève, près du Havre. C'était en 1863, à titre expérimental. C'était des lampes à arc, c'était avant la lampe à incandescence. Les machines de rotation, c'était également des moteurs électriques avec des embrayages à limaille de fer. On peut en trouver dans les musées. Et l'électricité, là, n'est pas distribuée, elle est produite sur place. Donc ce sont des machines à vapeur qui fonctionnent au charbon et qui entraînent des alternateurs. Et cette nouvelle source lumineuse, ça permet d'obtenir des portées jamais atteintes. C'est vraiment chouette, mais ça ne sera pas généralisé à cause de son coût de mise en œuvre. La production in situ d'électricité, là, c'est vraiment pas une affaire rentable, donc ça restera à l'objet de prototype à ce stade-là. Et donc il faut attendre une petite vingtaine d'années que le réseau électrique soit distribué. C'est un petit peu comme l'Internet au débit. Aujourd'hui, quand on est en ville, c'est bien, on l'a rapidement, mais quand on est à la campagne, il faut attendre un peu plus longtemps. Et les phares sont de fait dans des endroits souvent un peu reculés. Et donc le programme d'électrification des phares à terre sera décidé en 1882 et se fera donc assez lentement au fur et à mesure de la disponibilité du réseau et aussi de la disponibilité des compétences, hein, parce que l'électricité arrive, mais la France manque un petit peu d'électriciens. Et l'augmentation de puissance aussi acquise grâce à l'électrification, ça va obliger certains phares à être surélevés et d'avoir un redimensionnement à la hausse de l'optique pour pouvoir profiter pleinement de la technologie. Alors, comme les optiques, on les revoit à la hausse pour bénéficier du progrès électrique. Les optiques deviennent beaucoup plus lourdes. Donc, il faut trouver un système pour les mettre en rotation avec peu de frottement et moins d'usure que sur les pignonneries en laiton. Et ça sera rendu possible par l'emploi de cuves à bain de mercure, qui vont être déployés à partir de 1892. Et donc cette technique, le mercure, ça permet d'avoir vraiment très peu de frottement et de mettre en rotation une machine lourde avec peu d'efforts. Et ça permet aussi d'atteindre des vitesses de rotation supérieures, donc de modifier le rythme des phares avec moins d'obscurité entre les périodes d'éclat. Concernant les phares en mer, là vous avez en photo l'ancien brûleur à pétrole du phare des Triago. Et c'est ce qui a remplacé à partir de fin 1800 les lampes à huile dans les phares en mer. Pour l'instant, il n'est pas question encore d'électrifier les phares en mer. Voilà, moi j'ai glissé là c'est une photo du phare des Sept-Îles d'avant-guerre. Voilà, il y a eu deux constructions, il y a une première tour ronde et puis une seconde tour carrée. Hein. Et donc ça c'est une petit clin d'œil parce qu'après on voit le nouveau phare des Sept-Îles. Et donc c'est à partir de 1900, après-guerre, sur les phares qui ont été reconstruits après-guerre, que va débuter l'électrification des phares en mer. Alors pour alimenter les phares en mer en électricité, les phares Éblois-Lise déploient des éoliennes qui sont puissantes, donc qui sont volumineuses, et elles sont pour être capables d'alimenter les lampes de l'époque qui sont à incandescence. Et aussi d'apporter un certain confort domestique aux gardiens. Et bon, ces éoliennes n'empêchaient pas la présence et l'utilisation de groupes électrogènes en secours. Et le premier, alors nous on appelle ça des aérogénérateurs, c'était le terme utilisé, c'est resté un usage au phare et balises, on appelle ça des aérogénérateurs. Et le premier sur un phare en mer a été installé aux Sept-Îles en 1957. Et à partir le site des Sept-Îles servira de centre d'essai jusque dans les années 2000.
où ces grosses machines n'auront plus lieu d'être. Et donc on voit sur la photo, sur cette photo là qui date des années 60, les pylônes pour la mise en place de ces machines imposantes. Alors quand je suis arrivé, moi, début 2000, il restait un pylône, là, celui-ci, là les autres avaient été détruits, mais il restait celui-ci, où on expérimentait encore des machines qu'on nous proposait, avec plus ou moins de bonheur. En 1990, l'ouverture du GPS aux usages civils. Alors ça, c'est pas du tout neutre hein, sur les modifications de comportement des usagers de la mer et sur la stratégie de signalisation maritime qui en découle. Dans les années 2000, on voit aussi l'apparition des lampes HM, ça veut dire aux halogénures métal. Donc ce sont des lampes bien plus performantes que les lampes à incandescence. Ça éclaire aussi bien, voire mieux, en consommant nettement moins. Et puis surtout des LED. Aujourd'hui, la quasi-totalité de nos établissements fonctionne à LED. Et ça fait déjà bien 4-5 ans qu'on a terminé le déploiement des LED. Il n'y a plus que 4 établissements sur notre périmètre qui ne sont pas en LED. Ce sont les établissements dont la portée est supérieure à 20 000 nautiques. Pour l'instant, la LED ne le fait pas, mais c'est pour l'instant. Il y a les Sept-Îles, le Rosedo, le Cap Fréhel et les Roches d'Ouvre. Mais la technologie se développe et les LED portent de plus en plus loin en consommant toujours moins. Donc ces sites seront modifiés à très court terme. Voilà. Lorsque la technologie le permet aussi, on supprime les cuves à mercure. Ça, c'est une directive européenne de suppression de ce matériau là qui est polluant, qui est délicat à manipuler, à stocker, à recycler. Et je ne sais pas si vous avez suivi le long de la présentation, je n'ai pas tout lu là, mais le nombre de phares, j'ai fait des points d'étape avec le nombre de phares et feux sur les côtes de France. Voilà, donc aujourd'hui, là, il y a 1953 phares et feux, c'est France y compris Outre-mer, 1640 bouées lumineuses et 2562 balises. Donc il y a eu une phase d'expansion au fil de l'histoire là, qui est importante. Et puis là, vous avez en rouge ce qui nous concerne nous particulièrement, là, le nombre d'établissements entre les Arieux et Saint-Malo. Alors là, je vais vous parler de ce qu'on fait nous aujourd'hui en 2019. Donc c'est la convention SOLAS de l'Organisation maritime internationale qui fixe les devoirs des États en termes de signalisation maritime. Donc nous avons des missions régaliennes de création, de modification et de suppression d'établissements, des missions de contrôle de conformité, d'information nautique, et puis des missions opérationnelles qui sont la maintenance préventive, curative et la modernisation des établissements. Donc je vais commencer par vous parler des modernisations pour garder le fil conducteur avec ce que je vous ai raconté avant. Donc pour les phares et feux de portée inférieure à 20 000 nautiques, tout le monde sait ce que c'est 1 000 nautiques, oui, on a un public averti. L'emploi des LED, ça a permis une division par 6 de la consommation électrique. Là, un exemple là, pour le phare des Hauts-de-Bréa, dont la portée nominale est de 15 000 nautiques. On avait jusqu'en 2014 une lampe à iode là, qui consommait 180 watts pour assurer cette portée-là. Et donc à service identique, la LED consomme moins de 30 watts. Donc c'est spectaculaire. Concernant les phares qu'on ne peut pas encore passer à LED, mais vous allez voir que ça va être le cas très bientôt, le phare des Sept-Îles, puisqu'on est à Perros-Guirec, voilà, dont la portée nominale est de 23 000 nautiques, qui était en lampe à filament jusqu'en 2007, une lampe de 250 watts. On l'a modifiée, on est passé à 70 watts, donc c'est une division par 3 de la consommation électrique, et voire même plus, parce qu'en plus les phares en mer à cette époque-là étaient en format de tension 120 volts continu, ce qui derrière impliquait des étages de transformation au rendement plutôt médiocre. Donc on a pu aussi tout repasser en 24 volts et on a gagné aussi sur ce secteur-là. Et donc ça c'est aujourd'hui, et demain, 2020, ça c'est un projet qui est sur mon bureau, c'est le passage à LED du phare des Sept-Îles. Et il y a sur le marché des technos qui existent, c'est du sur-mesure, hein, c'est des fanaux qui sont fabriqués sur mesure, mais qui regroupent tout. Vous voyez dans la petite boîte qui est à droite là, il y a le phare, rotation, et l'optique est incluse dedans, donc ça va permettre de supprimer la cuve à mercure et également l'optique de Fresnel. Et ça apportera autant, ce sera la même chose pour vous, usagers de la rade de Perros. Alors, pourquoi on cherche à moins consommer à ce point-là? Pour nous, moins consommer, c'est moins produire.
Parce qu'en site isolé, le principal problème, c'est la création et le stockage d'énergie. Autant détecter qu'il fait nuit et puis allumer, faire clignoter une lampe, ça c'est très facile, c'est maîtrisé. On a des outils, on a des équipements là, qui sont fiables, qui sont éprouvés. Par contre, ce qui est vraiment stratégique, c'est d'alimenter ça en énergie. Alors à l'époque des anciennes lampes, qui étaient très gourmandes, on était obligé d'utiliser des éoliennes de taille adaptée, de taille conséquente. C'est des machines qui délivraient entre 1 et 2 kW selon les endroits. Certaines, comme celle qui est à droite, là, sur un pylône Roche d'Ouvre, c'était près de 600 kg la machine, qui devait être placée sur un pylône de 20 mètres. Donc ça, et en plus avec une fiabilité assez relative de ce matériel, donc ça obligeait des opérations de maintenance fréquentes, avec des manutentions délicates qui mobilisaient beaucoup de personnel. Et puis les pylônes, c'est comme tout le reste, ils ont une durée de vie. À force d'avoir des grosses machines là-dessus qui vibraient, le support s'endommageait, les échelles commençaient à se déchausser. Il y avait des fissures tout le long du pylône, ce qui a conduit Patrick à suspendre tous travaux autour des pylônes en 2006, là, pour des raisons évidentes de sécurité des agents, et nous à trouver d'autres solutions. Donc la baisse des consommations, ça a permis de solariser quasiment l'ensemble des feux. Pour les besoins plus importants, pour les faire un peu plus importants, où on a un peu plus besoin d'énergie, comme au Sept-Îles, au Roche d'Ouvre, on utilise des petites éoliennes que vous voyez ici en photo. Là, l'exemple, des panneaux et une petite éolienne. C'est ce que vous avez dans le hall d'entrée aussi. Donc ça pèse 11 kg cette machine-là, et puis un agent tout seul peut la prendre sous le bras et puis aller l'installer. Alors à choisir entre solaire et éolien, on préfère le solaire, qui est plus durable dans le temps, même si le rapport énergie produite encombrement est favorable à l'éolien. Mais les éoliennes, voilà, il y a des pièces mécaniques en mouvement dans un univers corrosif. Donc les panneaux, c'est plus durable dans le temps. Alors quelques ordres de grandeur, des panneaux comme ça, là, c'est 100 watts par mètre carré. Alors c'est à midi en plein soleil, évidemment. Et l'éolienne, c'est 350 watts avec 50 km/h de vent. On arrive aussi à, c'est un peu anecdotique, mais on arrive à solariser aussi des feux à terre, même si le secteur est disponible. Alors c'est pas tant pour faire des économies sur la facture EDF, parce qu'on n'est pas sur des grosses consommations, mais c'est pour pallier à des ruptures de câbles. Parce que ce qui se passe à Binic et à Erquy, c'est qu'on avait une cabane au début du môle, et puis un câble qui longeait tout le môle, et puis on avait des coupures. Donc il y avait le câble qui devait être endommagé quelque part. Donc à Binic, on a mis un fanal de bouée dans la lanterne, ça marche très bien. Et à Erquy, on l'a solarisé avec des panneaux flexibles. Donc ça évite d'avoir déjà de fabriquer les châssis pour des panneaux traditionnels. Et puis en termes esthétiques, c'est plus sympa, ça épouse la rotondité du feu. Et puis ça a été fait l'hiver dernier, là, c'est bon, ça fonctionne. Donc parmi nos missions opérationnelles, nous avons aussi le devoir de réaliser la maintenance curative des établissements, donc c'est-à-dire les remettre en état dans les meilleurs délais suite à un incident. Voilà, alors c'est souvent des opérations un peu pressées, un peu urgentes, ce qui amène à des débarquements un peu épiques comme en photo là au Triago. Et puis ces incidents, ils arrivent souvent après un épisode météorologique exceptionnel. Alors quand je vous parle d'épisodes météorologiques exceptionnels, tout le monde pense aux grosses tempêtes en Bretagne. Eh bien, depuis 2 ans, c'est pas du tout ça qui nous embête. Ça fait 2 hivers consécutifs là où on connaît des records de déficit d'ensoleillement. Voilà, ce qui est fâcheux quand on a des feux qui sont solarisés. Et donc ça peut conduire à des pannes de batterie, à faute de recharge des panneaux. Et puis ça tombe souvent au bon moment. Là, c'est cet hiver au Herpin. Là, je sais pas si vous voyez quand est-ce que c'est arrivé là. On a déclaré le feu en panne un 24 décembre à 17 h. On appelle ça la loi, n'est-ce pas? Voilà. Donc on a aussi donc, le devoir de faire de la maintenance préventive. Donc la maintenance préventive, c'est l'art d'entretenir nos établissements et d'agir avant que ça ne tombe en panne. Alors pour ça, on a des outils. La plupart des phares et feux, ils sont télécontrôlés, c'est-à-dire qu'ils sont équipés d'un petit boîtier qui récupère des informations, savoir si le feu est allumé ou éteint, s'il est sur normal ou secours, parce que nos dispositifs sont doublés, de savoir la tension des batteries, tout ça en temps réel. Et donc la surveillance quotidienne de ce tableau de bord là nous permet de détecter des anomalies et d'intervenir avant la panne. Et donc typiquement la tension d'une batterie qui baisse ou des choses incohérentes.
Et on a un second outil qui est l'expérience. On sait par exemple que dans des rivières encaissées comme à côté ici le Jaudy là, ou alors la Rance du côté de Saint-Malo, le fond de la Rance, c'est encaissé en hiver où les jours sont très courts, nos feux de bouée vont pas se recharger bien comme il faut et en plus ils vont être très sollicités puisque les nuits sont longues. Donc ce qu'on fait c'est que vers mi-décembre on recharge tout un stock de feux de atelier et on va les mettre en place mi-décembre là pour être sûr de passer l'hiver. Voilà, donc vous avez en photo là les deux types de fanaux qu'on utilise sur les bouées là. Donc ce sont des fanaux, c'est complètement compact, on programme ça par télécommande et donc ça intègre le petit panneau solaire soit sur le dessus, soit sur les flancs là pour le plus grand et la batterie, tout est intégré dedans. La maintenance préventive, c'est aussi des visites régulières des feux. Là, ça c'est voilà, on a 200 établissements à entretenir, donc faut aller les voir de temps en temps. Faut pas se fier que ce qu'on a à l'écran de supervision. Donc ça c'est la semaine dernière là sur un feu à Daouette, hein, les collègues qui ont été faire un petit tour voir si tout était bon. J'en arrive aux missions régaliennes. Alors l'information nautique, c'est le devoir de prévenir les acteurs concernés du périmètre d'une modification ou d'un incident et également donc, la préfecture maritime de Brest. Alors il faut savoir qu'on a un agent donc, qui est d'astreinte tous les jours, H24, et le système de télécontrôle dont je vous ai parlé juste avant là, génère des déports d'alarme. S'il y a une alarme n'importe quand, là, il y a un déport qui est fait, l'agent d'astreinte reçoit un texto pour lui dire qu'il y a telle ou telle chose qui se passe. Alors s'il arrive évidemment une anomalie en pleine nuit sur un feu en mer, l'agent ne va pas sauter tout seul dans sa semi-rigide et partir à l'aventure. Hein. Par contre on a le devoir de lever le doute sur l'alarme parce que ça peut arriver, des alarmes intempestives. Et puis si l'alarme est confirmée, donc de prévenir les usagers de la mer par le système des avis aux navigateurs qui sont disponibles en temps réel sur les sites internet de la préfecture maritime et puis bien souvent affichés dans les capitaineries. Le contrôle de conformité, alors ça c'est vérifier périodiquement que les caractéristiques du balisage sont respectées. C'est par exemple, ça on le fait plutôt en hiver là parce que les périodes de nuit sont plus longues, c'est plus simple. C'est d'aller vérifier donc de nuit que les secteurs sont conformes à ce qu'il y a sur la carte marine, de vérifier les portées des feux, des bouées. Et c'est aussi veiller à ce que la végétation ne masque pas les feux qui sont pas directement sur le littoral. Alors depuis l'année dernière, là, on a une technique imparable, c'est pour vérifier ça, là, on allume le feu de jour, hein, comme ici à Port-Blanc, et puis on envoie un drone là, tourner autour, là, et on voit vraiment mieux comme ça que de regarder à la fenêtre du phare en se disant peut-être que, peut-être pas. Là, de prendre du recul avec un drone, c'est vraiment imparable. Et donc là, à Port-Blanc, ça a conduit à l'élagage de tout un bosquet ici, là, qui est beaucoup plus qu'on ne pensait d'ailleurs. Voilà, on peut aussi être amené donc à créer ou à supprimer du balisage. Alors c'est le cas en ce moment, ça a été validé. Là, on a un projet à Lokemo où on va remplacer 2 feux d'alignement par un feu à secteur. Vous avez donc les 2 feux là qui existent à Lokemo. Donc il y a un pylône qui est tout en bas là sur la grève et puis une petite cabane là un peu plus sur les hauteurs. Et donc le marin doit avoir les 2 feux alignés pour être sûr qu'il est sur la bonne trajectoire. Et on va remplacer donc ces 2 établissements par un en mettant un feu de guidage à secteur sur la petite cabane. Donc ça va apporter plus d'informations au navigateur, puisqu'il aura le secteur blanc et aussi le secteur bâbord et tribord. Et puis nous, ça va nous permettre de supprimer un pylône là, qui est un peu disgracieux, mais c'est surtout chronophage et coûteux en entretien quand il faut aller changer les boulons dessus et le repeindre. Voilà, ça fera... Et donc ça s'est permis par l'avancée de la technologie aussi. Jusqu'à présent on ne pouvait pas le faire et ça c'est possible par la disponibilité aujourd'hui sur le marché de feux à secteur à LED au secteur très resserré. Le secteur blanc au centre fera 1 degré. Et ça c'est récent comme techno. J'arrive presque au bout. Là, je vais vous présenter quelques chiffres sur la navigation dans notre périmètre. Donc notre périmètre, là je parle du périmètre NAMO, Nord-Atlantique Manche-Ouest, donc c'est Bretagne plus Pays de Loire, donc de Cancale au Sable d'Olonne. Voilà, pour vous montrer un petit peu quels sont les enjeux. Donc sur le périmètre NAMO, il y a 1534 navires de pêche, ce sont des chiffres de 2016. 6185 marins-pêcheurs, ce qui est quasiment la moitié du nombre de marins-pêcheurs français. 42 entreprises de transport de passagers qui possèdent en cumulé 131 navires. Il y a 900 000 passagers par an qui traversent la Manche, 3 millions de passagers vers les îles, 13 ports de commerce qui cumulent 33 millions de tonnes de marchandises.
Alors c'est un peu par rapport au port du Havre qui à lui tout seul fait un peu plus de 60 millions de tonnes, mais c'est pas ridicule non plus. Et 47 000 navires par an dans le rail ouessant. Le DST, c'est le dispositif de séparation du trafic. 47 000 navires par an, ça fait une moyenne de 128 par jour, donc un toutes les 7 minutes. Et 300, et ça c'est un chiffre qui est en progression constante depuis la mondialisation des années 2000. Et 330 000 navires de plaisance qui sont immatriculés avec une très forte progression sur 10 ans, 30% de plus. Et jamais autant de permis délivrés, plus de 15 000 permis en 2016. Donc on voit d'après ces chiffres que je viens de vous énumérer, là finalement il n'y a jamais eu autant de monde sur l'eau. Donc on nous parle souvent de l'avenir avec des inquiétudes. Quand je vois ces chiffres-là, moi j'ai pas du tout d'inquiétude sur l'avenir de la signalisation, de la surveillance du trafic maritime, qui est le cœur de métier de la DIRM. Le métier va évoluer, voilà, c'est sûr, il a déjà évolué, il va continuer d'évoluer, et tant mieux, parce que moi je suis quelqu'un qui s'ennuie assez vite sinon. Et donc il va y avoir d'autres choses qui vont apparaître. On parle du développement de la e-navigation, là, en utilisant les canaux AIS, parce que nos phares sont aussi support de répétition pour les signaux AIS. Donc on peut imaginer du balisage virtuel, plein de choses, on va peut-être en parler au cours des échanges. Et peut-être aussi des supports pour des nouveaux moyens de communication. On est déjà support pour les crosses. Et les crosses, on a une grosse station au phare des Roches d'Our, de Cross Jaubourg, parce que un plaisancier ou n'importe quel bateau qui est au milieu de la mer, enfin ça concerne plutôt les plaisanciers qui utilisent la VHF, qui est au milieu de la Manche, qui a un problème ou un blessé à bord, quand il passe un appel au secours sur le canal 16, il faut qu'il soit entendu à terre. Pour être entendu à terre, à cette distance-là, il faut qu'il y ait des relais. Et le phare des Roches d'Our est un relais hyper stratégique de ce point de vue-là. Et les crosses, là, la tendance n'est pas à enlever du matériel, mais plutôt à en rajouter. Voilà. Et il y a même donc le cross Corsen qui souhaiterait aussi installer du matériel au phare des Roches d'Our. Donc il y a de l'avenir de ce côté-là. Et puis pourquoi pas de nouveaux moyens de communication. Là, on est très ouvert sur l'extérieur depuis quelques années. On participe au pôle mer de l'Agnon Trégor Communauté, là, qui regroupe les entreprises maritimes du territoire. Et nous, on met à disposition nos installations pour tout type d'expérimentation. On a une antenne qui a été 6 mois sur notre bateau de travaux. Là, c'est quelqu'un qui voulait faire des essais, voilà, de réception sur notre zone. On a la semaine dernière, là, on le voit pas très bien sur la photo parce que c'est très petit, mais au coin du phare des Sept-Îles, là-haut sur la rambarde, là, on a été installé une petite antenne. Alors c'est un prototype pour un projet d'objets connectés, mais le porteur de projet, je crois, est dans la salle et il pourra peut-être en parler après bien mieux que moi lors des échanges. Donc voilà, moi je ne suis pas du tout décliniste sur l'avenir, au contraire, il va se passer des choses techniquement très intéressantes. Si vous avez envie d'en savoir plus, je vous invite à aller voir ces deux sites-là, donc celui du ministère de la Culture et celui qui s'appelle Bibliothèque des phares de l'école des ponts. Cet exposé est largement inspiré de ce qu'on peut trouver sur ces sites-là. Et en site physique, le musée des phares et balises à Ouessant. Et alors il y a un projet à Brest, là, comment ils appellent ça? Le Centre national d'interprétation. Voilà, il y a un gros projet sur Brest. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci.